Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la nouvelle version d'ANSYS, la version 2022 R2. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ce type d'événement, l'événement se fait en direct sur Microsoft Teams. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser en cliquant sur ce bouton là-haut. Posez-les en direct juste quand elles vous passent par la tête et puis je prendrai du temps en fin de présentation pour y répondre. L'événement est enregistré. Donc pour ceux qui souhaitent revenir un petit peu en arrière pour écouter un passage ou tout simplement parce qu'ils sont arrivés un petit peu en retard ou s'ils souhaitez faire une pause à un moment donné, vous pouvez le faire en cliquant sur pause, en déplaçant le curseur vers la gauche pour revenir en arrière, vers la droite pour revenir vers le temps du direct. Vous pourrez juste pas aller plus vite que moi puisque c'est du direct. Voilà. Voilà pour les parties Microsoft Teams. Pour le sujet aujourd'hui, donc on va se focaliser sur la partie structure, sur les différentes possibilités d'ANSYS. Ça sera ce petit bloc-là que l'on va étudier. Donc vous allez voir, c'est un petit bloc, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et pour demain et après-demain, vous aurez les présentations fluidiques et électromagnétiques. Quand je dis qu'on restait sur le bloc structure, en réalité, ce bloc structure, on peut le retrouver aussi lié à de la géométrie, à Discovery, on peut le retrouver lié à des études paramétriques, ou à des métamodèles, ou à des couplages multiphysiques. Donc bien entendu, ce sera structure au sens large du terme. Dès qu'il y a de la structure qui en fait partie, j'essaierai d'évoquer quelques-unes des nouveautés là-dessus. Donc pour l'agenda, on va commencer déjà par ANSYS Mechanical, notamment au niveau de l'interface. On parlera aussi beaucoup d'optimisation structurelle avec notamment ici un exemple horloger qu'on présentera à cet endroit-là pour illustrer un petit peu certaines nouveautés. Quelques points sur la dynamique linéaire et ensuite on passera sur la dynamique non linéaire avec notamment ANSYS Motion et LS-DYNA. Ensuite, on regardera tout ce qui est base de données matériaux, notamment avec les nouveautés concernant ANSYS Granta. Et on étudiera on découvrira certaines nouveautés liées à la géométrie avec Discovery ou à la, on va dire, calibration de résultats avec Twin Builder. Donc, je commence tout de suite avec la partie mécanicale. J'aime bien commencer avec quelque chose qui saute aux yeux. C'est pas forcément du fond, mais au moins sur la forme. Quand on va ouvrir Mechanical, on va voir ce nouvel onglet ici, Add-ons, donc des extensions. Donc en termes d'extension, qu'est-ce que ça signifie? Alors il y en a une qui est présente depuis un certain temps, c'est le drop test. Donc c'est en fait un assistant qui vous permet de mettre en place, pour ceux qui ne savent pas le faire ou l'ont encore jamais fait, des études explicites pour des calculs de chute. Eh bien la nouveauté sur cette version, c'est que des extensions de ce type-là, il y en a pour bien d'autres applications. Je vais pouvoir vous présenter par exemple le Design Life, un peu plus tard le NVH Toolkit. Donc il faut le voir ces extensions comme quelque chose qui vous met le pied à l'étrier concernant des fonctionnalités complémentaires qui pourraient répondre à votre besoin. Un exemple avec la partie fatigue. Ici, si on prend un arbre et qu'on réalise une étude statique avec deux cas de charge. Donc premier cas de charge au temps numéro 1, ça serait la force telle que vous la voyez ici. Cas de charge numéro 2, ça serait le moment, donc au temps numéro 2 tel que vous l'avez vu là. On calcule les contraintes, etc. Et on souhaiterait maintenant calculer la fatigue au niveau de cet arbre. Deux possibilités. La première, on va faire un clic droit au niveau de solution, insertion, outil fatigue. Donc c'est cet outil qui est tout le temps là dans la partie mechanical. Il a de nombreuses qualités puisqu'il permet de calculer la fatigue sur la loi SN ou la courbe de Wöhler, le nom qu'elle peut avoir. L'idée, c'est si on veut être un peu plus flexible au niveau de la définition des cas de charge, du nombre de cycles qui correspond à la force, qui correspond au moment, eh bien, on a tendance parfois à nécessiter plus de flexibilité, à aller plus loin. Et dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle un module ENCODE. C'est la référence, en tout cas, côté ANSYS pour la fatigue. Et donc, cet outil Design Life Analysis va vous permettre d'utiliser ce module de manière très simple. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on va rajouter par exemple la sollicitation au niveau de la force, au niveau du temps numéro 1. On va pouvoir dire voilà ce qu'il y avait au calcul numéro 1. On va mettre un facteur, ça va osciller entre peut-être 10 fois la force, moins 10 fois l'autre force. Et ensuite, on peut rajouter une autre sollicitation, celle du couple, qui elle, on pourrait dire, ça vient pas d'une amplitude constante, mais ça vient de mesures. Donc on peut aller chercher eh bien,
un fichier résultat de mesure. On va venir tout simplement importer ici dans le logiciel Indice Mechanical. Une fois que ceci est fait, donc on peut le visualiser, vous voyez ce qui a été importé à cet endroit-là. Et puis, il ne reste plus qu'à définir qu'est-ce que c'est une amplitude, qu'est-ce que c'est une valeur moyenne. Donc pour ça, on choisit la correction moyenne que l'on souhaite. Ça peut être sur Goodman, ça peut être ici les recommandations FKM. Et ensuite, on va tout simplement lancer le calcul. Donc c'est un calcul qui est simple, il se base sur les contraintes qui ont été calculées précédemment. C'est pour ça que c'est aussi rapide. Et on va pouvoir regarder la durée de vie ou le dommage au niveau de notre axe. Donc c'est comme le Fatigue Toolkit, mais pour aller plus loin. Donc c'est ce Design Life Analysis. Voilà pour la petite présentation. Ensuite, dans les autres choses qui visuellement vous allez pouvoir constater, eh bien c'est cette option ici Go to Tree Select que vous allez voir dans Mechanical. À quoi ça sert cette option? Petite démo ici. Si je clique sur une surface, ensuite que je vais dans Go to Tree Select, je vais pouvoir demander par exemple tous les critères de maillage que j'ai pu mettre dans le modèle et qui vont correspondre ici à cette face. On peut faire exactement la même chose avec un clic droit, donc jusqu'à présent il n'y a pas vraiment d'énormes nouveautés. Par contre, si je sélectionne deux faces comme ici, je vais sur ce bouton et je demande les contacts qui sont communs, non pas à ces deux surfaces, mais aux deux corps auxquels appartiennent ces deux surfaces. Eh bien, je vais pouvoir retrouver ici le contact en commun. Donc ça permet par contre d'aller beaucoup plus rapidement à l'identification des contacts. Donc de cliquer sur premier corps, deuxième corps, Go to Tree Object Contact, et j'obtiens ce contact en commun. Donc dès que vous avez des assemblages assez larges, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Comme j'ai parlé de contact, peut-être une nouveauté là-dessus, au niveau de la détection. Donc on a une option supplémentaire au niveau de la détection. On avait déjà, par exemple, les points de Gauss, on avait aussi la détection au niveau des nœuds, il y avait d'autres options qui existaient. Maintenant, on peut avoir une méthode qui est dite combinée, qui va combiner l'ensemble des méthodes disponibles et essayer de voir laquelle est la plus pertinente en temps réel. Donc ça permet deux choses. Si vous avez des géométries qui sont notamment 3D, comme ici sur la gauche, de vous permettre de calculer et de gérer des contacts non linéaires avec un maillage qui reste relativement, j'enlève le mot relativement, qui reste très grossier. Ou alors, même sur des géométries 2D, quand vous montez en complexité, eh bien, ça va vous permettre de gérer plus finement les contacts, surtout d'avoir moins de pénétration, de limiter le risque de perdre le contact à un moment donné, parce que vous n'aviez pas, à ce moment-là, la bonne détection de contact. Donc on va un petit peu plus sur le fond. Je vous avais présenté en début d'année sur la 2022 R1 les possibilités en inverse solving. Donc ça c'est quoi? C'est quand on connaît la déformation que l'on souhaite sous sollicitation et on a besoin de savoir la géométrie initiale qu'il faut. C'est vraiment calculé à l'envers. Eh bien, il y a maintenant une nouveauté, c'est qu'on peut calculer avec des matériaux orthotropes. Ce qui laisse un champ d'application un petit peu plus large que ce qui était possible en début d'année. Ensuite, je montre ça, je pense, à chaque nouvelle version, mais c'est vrai, il y a un travail qui est continu sur la convergence au niveau notamment de la gestion des forces, des contacts, des non-linéarités. Et à chaque version, il y a des améliorations, ça va plus vite, il y a besoin de moins d'itérations. D'une version à l'autre, on ne voit pas forcément la différence au jour le jour, mais quand on les somme, quand on regarde ce qui se faisait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, là par contre ça saute énormément aux yeux. Donc il y a toujours le solver est performant et amélioré pour chacune des versions. Tant qu'on reste sur l'interface Mechanical, quand on va dans les propriétés avancées au niveau du solver, il y a maintenant possibilité d'avoir solution qui est distribuée de manière hybride. Je m'explique. Avant, c'était du SMP, donc du Shared Memory, soit c'était du DMP, donc du Distributed Memory. Donc Shared Memory, c'est-à-dire que tous les cœurs vont partager la même mémoire. Donc l'avantage, c'est que c'est assez simple à mettre en place. L'inconvénient, c'est pas extrêmement performant. Le Distributed Memory, là, chacun des cœurs va avoir une partie de la mémoire. L'inconvénient, c'est par exemple si on demande à avoir plus de cœurs, bien, on peut se retrouver dans la situation où finalement on n'a pas assez de mémoire au total pour être distribué à chacun des cœurs.
Donc là, l'idée, c'est d'avoir un petit peu plus bien de liberté et d'avoir cette distribution, on va dire, sur mesure, où on va mélanger complètement le shared et le distributed. On décide bien la mémoire, est-ce qu'elle va être disponible pour un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, etc. C'est ce qu'on appelle ici une distribution hybride. Donc voilà pour la partie mécanique, on va dire sur la partie mechanical, les choses les plus évidentes qui sautent aux yeux. Ensuite, quand veut monter un petit peu en complexité, d'avoir plus de physique, eh bien, on a eu pas mal de nouveautés dans les derniers mois, dans les dernières années même, où on avait des couplages avec ce bloc Copperfield qui sont de plus en plus complets. Donc là, actuellement, on peut coupler à la fois de l'électrique, du thermique et du structurel. Donc là, c'est notamment la porte ouverte pour tous les calculs sur des systèmes de type actuateur, où on va retrouver ces problématiques-là et qui vont vraiment être liées les unes aux autres. Donc pour donner un peu une vision d'ensemble, vu qu'il y a eu pas mal de modifications et d'améliorations là-dessus, ce bloc Copperfield, au début, c'était juste thermique structurel, et puis maintenant, vous pouvez voir ce que ça couvre, donc à peu près tout. Donc si vous voulez faire par exemple la statique, structure plus thermique, couplage qui soit faible ou fort, vous pouvez, structure acoustique, structure électrique et acoustique, thermique et électrique, structure thermique et électrique. Donc vous voyez, vous avez la possibilité de mélanger tous ces effets-là. En transitoire, on peut aussi, il y a juste ici 2 blocs qui ne sont pas encore supportés. Alors attention, quand il y a écrit pas supporté, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Ça veut dire qu'il y en a besoin de quelques petits snippets, c'est pas très long à écrire, pour pouvoir activer la partie transitoire. Il n'y a pas le bouton qui est là. Mais si c'est requis, on peut le faire. Donc voilà pour les nouveautés que vous voyez ici en jaune sur la version 2022 R2. Optimisation structurelle. Dans l'optimisation structurelle, c'est celle qui, il y a quelques années, s'appelait uniquement optimisation topologique. Ça permettait uniquement de faire ça. Entre-temps, si vous avez suivi les dernières updates, il y a la possibilité de faire l'optimisation lattice ou faire de l'optimisation de type optimisation de forme. Donc, je vais vous montrer un petit peu les nouveautés, plutôt que de rester peut-être sur cette slide qui est assez théorique. On va regarder dans la pratique, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, si on reste tout d'abord dans la partie optimisation topologique, la chose dont on parle souvent le plus, c'est vrai que l'optimisation topologique, ça vous permet de maximiser la rigidité tout en minimisant les masses. Donc, ça se prête bien en termes de résultats, notamment par exemple à de la fabrication additive. Donc, beaucoup vont se dire, ouais, du coup, ça me parle pas trop parce que je peux pas faire de fabrication additive ou c'est pas prévu. Bien, c'est vraiment l'objectif maintenant sur la nouvelle version, de permettre aussi d'utiliser cet outil pour des méthodes de fabrication plus conventionnelles. Par exemple, si vous utilisez des méthodes de fabrication un peu du type par exemple emboutissage, eh bien vous allez pouvoir activer l'option ici Pull Out Option Stamping et avoir des géométries de ce type-là qui vont en sortir. Donc on a aussi ici maximisé la rigidité, on a aussi ici réduit la masse selon les critères qui ont été donnés dans le logiciel, soit 10%, 20%, 50%. Mais vous voyez, on obtient un type de géométrie complètement différent et fabricable par des méthodes beaucoup plus conventionnelles. De la même manière, si vous avez un récipient ou conteneur, bien, on ne peut pas faire de l'optimisation topologique qui mènerait à évider certaines surfaces qui ont vocation à contenir un liquide, un gaz, etc. Donc on a l'option housing, donc qui va permettre d'assurer que cette surface reste entière. Cette surface, elle peut être optimisée dans le sens où elle peut se réduire en termes de surface, elle peut augmenter, elle peut se déplacer, mais elle restera toujours close. Donc voilà pour la partie optimisation topologique. Sur quelques nouveautés, on peut aller un petit peu plus loin, notamment on a un algorithme différent qui va s'appeler Mixable Density. C'est grosso modo la même chose que ce qui se faisait avant, mais qui permet d'intégrer beaucoup plus de liberté en termes de contraintes. On va pouvoir mettre des contraintes qui vont être vouées au design, à la construction. Est-ce que je veux avoir une symétrie? Est-ce que je veux avoir une symétrie cyclique, etc. Ou avoir des contraintes en termes de fabrication? Est-ce que je veux assurer que je dois avoir une épaisseur minimale de telle ou telle valeur? On peut aussi optimiser sur d'autres choses que une analyse structurelle. Ça peut être par exemple sur une fréquence propre, sur la base d'une analyse modale. Au-delà de l'optimisation topologique, on a présenté en début d'année l'optimisation de forme. Celle-ci peut se faire uniquement en 3D. La nouveauté qui est actuellement bêta, en utilisant l'option Topography Optimization, ça va permettre de faire de l'optimisation de forme, mais sur des coques. Alors toujours des coques 3D, mais en tout cas, ça va permettre d'élargir un petit peu plus les possibilités. Et en principe, en tout cas on en a fait la demande,
pour 2023 R2, on devrait avoir la possibilité de faire de l'optimisation de forme sur des éléments 2D. Donc dès qu'on a des géométries purement extrudables, ou typiquement aussi pour, par exemple pour l'horlogerie, sur des ressorts, on va pouvoir, en principe on espère pour la 2023 R2, avoir la possibilité d'aller vers du 2D. Donc vous voyez la transition 3D, ici 3D mais avec des coques en option bêta, et ça devrait continuer jusqu'à du 2D pour fin d'année prochaine. Optimisation topologique, juste pour y revenir, je préparais un petit exemple pour montrer à quoi ça ressemble. Alors ici, c'est basé sur un exemple horloger, mais ça pourrait être autre chose. L'idée, c'était de montrer une optimisation qui ne soit pas uniquement sur évider la matière pour être léger, mais aussi utiliser d'autres options, notamment celle du centre de gravité. Ici, je vais prendre un système avec une aiguille, un rouage, et ici une pièce qui s'appelle le cœur, qui a vocation donc à tourner, et ça serait chouette d'avoir le centre de gravité, pour des raisons dynamiques, sur l'axe. Et là, on a un centre de gravité qui est décalé à cause des différentes pièces. On pourrait toujours essayer de le remettre sur l'axe en changeant un petit peu la taille de l'aiguille, mais pour des raisons esthétiques, on veut conserver l'aiguille telle qu'elle est. Donc actuellement, le centre de gravité est un peu plus en X positif, et on va demander au logiciel de modifier ici ce rouage de sorte à ce que le centre de gravité revienne sur l'axe X est égal à 0. Donc pour cela, la première chose que l'on va faire, on va définir un cas d'application statique pour que le logiciel comprenne bien les rigidités qui sont importantes à respecter et qu'il faut maximiser. Donc typiquement ici, il va y avoir un couple qui va être transmis entre le cœur et finalement l'aiguille derrière, d'un point de vue dynamique. Donc c'est important qu'on puisse transmettre ce couple-là. Puis de la même manière, il va y avoir des accélérations, soit aux portées, soit tout simplement au niveau de la gravité. Donc il faut que ce rouage, eh bien, il soit relativement rigide aussi dans la direction Z. Donc une fois que ce calcul est fait, on peut venir y glisser par-dessus une analyse optimisation structurelle. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On va dire qu'est-ce que je veux optimiser. Donc je peux choisir l'ensemble des pièces. J'en ai fait 2 d'ailleurs, analyse structurelle, je vais peut-être vous montrer un peu plus la seconde, elle est un peu plus propre, voilà. Donc au niveau de l'optimisation structurelle, je vais choisir mes 5 pièces, après je peux décrire des zones d'exclusion. Je veux dire, je ne veux pas modifier ici mes dents. Donc ça, ce qui est là avec toutes mes faces qui ont été sélectionnées. Je ne veux pas modifier les autres pièces. Je les considère pour la détermination du centre de gravité, mais je ne veux pas toucher à l'axe, je ne veux pas toucher à l'aiguille, je ne veux pas toucher au cœur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de maximiser la rigidité. Sous ANSYS, on dit je vais minimiser la compliance en anglais, ça veut dire exactement la même chose. Et on va imposer une précision en termes de centre de gravité. Je veux que mon centre de gravité soit plus ou moins 0,2 microns par rapport à 0, là où je souhaite l'avoir. Je donne ma tolérance. Et ensuite, c'est là où on peut mettre, maintenant, depuis quelques temps, toute une série de contraintes. Dire, j'aimerais bien que ma géométrie, elle soit extrudable en Z. J'aimerais bien que ma géométrie, elle n'ait pas des épaisseurs qui soient plus petites que telle dimension, ici 0,3 mm. Sinon, on ne peut pas le fabriquer. J'aimerais bien que ma géométrie, au niveau de la roue, elle soit symétrique par rapport au plan ici, X, Z. D'avoir la même chose en Y positif et Y négatif. Ensuite, on lance le calcul et automatiquement, on va avoir une géométrie qui va s'évider pour permettre de décaler le centre de gravité vers le X négatif, tout en respectant mes critères d'épaisseur minimale et de symétrie. Donc voilà un petit peu pour un cas d'application. J'en profite pour vous donner un conseil. C'est au niveau de la gestion du calcul. En fait, ce que je vous invite à chaque fois que vous faites une optimisation topologique à demander, c'est de demander ce résultat qui est défini par l'utilisateur, qui s'appelle etopo. Je peux vous le montrer encore sur le modèle. C'est celui que vous pouvez voir ici, etopo. Et qu'est-ce qu'il vous montre ce résultat-là? On va le voir un peu mieux sur la slide. Il va vous montrer en fait l'optimisation topologique et dit est-ce que cet élément est utile ou non pour la rigidité de mon système. S'il est utile, il a la valeur de 1. S'il n'est pas utile, il a la valeur de 0. Moi, ce que j'ai dû faire pour réaliser ce calcul, c'est d'améliorer la convergence au niveau du calcul. Je vais dans les paramètres d'analyse et j'ai réduit de 1 2% à 1 4%. Et ce que vous voyez, c'est ici toutes des plages où ils ne savaient pas trop si c'était utile ou pas. Vous voyez tous ces éléments où ils donnent une valeur de 0,5, c'est-à-dire ça peut être utile comme non utile. Eh bien, en améliorant le critère en convergence, eh bien là on oblige le logiciel à trancher, soit c'est bleu, soit c'est rouge, soit j'en ai besoin, soit j'en ai pas besoin. Pourquoi c'est important? Parce que pour un calcul de centre de gravité, eh bien, si vous avez la valeur de 0, il va faire 0 fois la masse de l'élément. Si
Si c'est 1, il va faire une fois la masse de l'élément, mais si c'est orange par exemple, ou vert, il va faire 0,7 fois la masse de l'élément, ou 0,5 fois la masse de l'élément pour le calcul du centre de gravité. Ce qui va fausser forcément le résultat par rapport à votre attente, parce que vous, à terme, l'élément, soit vous le gardez, 1, pardon, soit vous l'enlevez, 0, vous tranchez systématiquement. Donc c'est là où il y a besoin de demander au logiciel d'aller un petit peu plus loin en convergence. Dans ce cas-là, c'est juste ce critère-là. Vous pouvez mettre même la prochaine fois directement 1 ou moins 4, par exemple sur ce type d'application. Et si jamais vous ne l'avez pas fait d'emblée, c'est pas grave, on peut toujours faire des restarts. Comment on fait un restart? Au niveau de Reload Volume Fraction, vous allez cliquer sur Off, mettre On, et au lieu de recommencer le calcul de 0, vous donnez ici votre nouvelle précision, plus avancée, et il va commencer le calcul du dernier point qui a été calculé. Ça, vous ne perdez pas de temps de calcul. Donc c'est comme ça que ce calcul a pu être mis en place. Et après, on fait clic droit, exporter, on obtient la géométrie, on la met dans Space Claim, on peut retravailler la géométrie et vérifier que le centre de gravité, effectivement, il y a eu bien un décalage vers le x est égal à 0 dans la fourchette qui était demandée. Donc voilà pour la petite démo optimisation topologique et le conseil d'utilisation. Je vais passer maintenant à la dynamique linéaire. En dynamique linéaire, j'ai montré tout à l'heure les petites extensions, là c'est add-ons qui étaient disponibles dans Mechanical. Bien notamment, il y en a un qui s'appelle NVH Toolkit, que j'avais présenté rapidement la dernière fois, mais qui n'était pas intégré autant qu'il est actuellement. Donc ça vous permet de comparer une simulation modale avec ce qu'on a à droite, une mesure qui a été réalisée. Donc vous allez chercher là-dedans le fichier UNV par lequel vous avez fait une mesure au niveau des fréquences propres et des modes propres. Et grâce à ce calculateur NVH Toolkit, vous allez pouvoir comparer les deux, simulation et mesure. Ce qui va vous permettre après d'adapter, de faire un peu de calibration, par exemple sur une valeur d'amortissement. Donc vous obtenez ce type de matrice. Donc quand on est ici sur le rouge, c'est que finalement la corrélation est assez bonne. On va voir ici les différentes valeurs en termes de fréquence, elles sont très proches. Et surtout quand on va afficher les déformations, on va se rendre compte qu'on parle vraiment du même mode propre. C'est là où d'avoir quelque chose qui est visuel, ça aide énormément, parce que c'est bien de voir des fréquences, mais il faut être aussi capable de dire est-ce que je parle vraiment du même mode propre, et c'est ce qui permet de faire ici cette extension. Toutes ces comparaisons, mesures, simulations, plus c'est visuel, mieux c'est, parce que c'est jamais évident à faire sinon. On peut aller un petit peu plus loin même que ça au niveau de ce toolkit. On va pouvoir demander ici la réponse du système, notamment demander sur différents points comment est-ce que la déformée va se faire dans le temps. Donc c'est du harmonique si on le souhaite, mais c'est sur une approche modale, hein, c'est-à-dire qu'il va considérer quelque chose d'unitaire au niveau des excitations. Hein. Mais on va pouvoir regarder comment différents points vont se déformer au niveau de notre système. Et si on a des mesures, on pourra là aussi demander comparer simulation et mesure. Là, ça a été fait uniquement sur la simulation. Voilà le type de courbe que l'on peut obtenir grâce à ce NVH Toolkit. Comme on parle de dynamique linéaire, il y a aussi une nouveauté qui devrait faire plaisir, je pense, à ceux qui ont des très gros modèles et qui font pas mal d'analyses de dynamique linéaire. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans ce qui nous écoutent qui réalisent ce type de calcul. C'est au niveau de la taille des résultats. Donc en général, on fait une analyse modale, par-dessus on vient greffer une analyse harmonique. Bien Mechanical avait la tendance, faisait par défaut, un duplicat des résultats en fait, même si les deux étaient liés. Donc là, il y a eu, pour réduire la taille des résultats, deux améliorations. La première, c'est qu'on ne duplique pas. La partie harmonique a le droit d'aller consulter les résultats de la partie modale. Première amélioration. Deuxième amélioration, vous allez voir dans les paramètres d'analyse, il y a cette option On Demand Expansion, qui est égale à Yes. Ici, par défaut, à partir du moment où c'est Yes, eh bien, le logiciel ne va pas ouvrir ou réécrire des IP, si vous préférez, tous les résultats. Il va uniquement écrire ceux qui sont nécessaires, exporter ceux qui sont nécessaires. Donc ça sera vraiment à la demande. Donc c'est ce qui va permettre aussi de réduire comme ça la taille du fichier et du fichier résultat notamment. Voilà pour cette partie-là. Peut-être pouvoir un petit peu dans le futur, une des nouveautés, mais elle est bêta. Bêta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est pas passé encore tous les vérifications qualité d'ANSYS. Donc c'est existant, utilisable, mais c'est il n'y a
a pas d'engagement de responsabilité là-dessus encore, mais ça vous montre ce qui va arriver prochainement, c'est de faire des analyses harmoniques qui peuvent être non linéaires. C'est-à-dire quoi une analyse harmonique non linéaire? Bien, à partir du moment où on commence à exciter à une fréquence propre, le système il va prendre des amplitudes qui sont beaucoup plus grandes. Comme les amplitudes vont être beaucoup plus grandes, bien, la rigidité du système peut être amenée à se modifier. Et donc, bien, on n'est plus sur une fréquence propre, puisque la rigidité a changé. Donc, c'est ce type d'information qui peut être intéressante et c'est comme ça qu'on peut obtenir ici des courbes, vous voyez, d'excitation qui sont plus ce pic complètement vertical, mais quelque chose qui va être décalé en fréquence. Donc, actuellement, il a été scripté de manière à pouvoir être utilisé dans Mechanical APDL, donc sur base de script. APDL, ça c'est supporté par des éléments ressorts, comme par exemple les combines 39 ou 40. Et donc ouais, c'est quelque chose qui devrait permettre de gagner en précision pour les analyses. Et prochainement, on espère être intégré directement dans l'interface et sortir de ce mode bêta. Dernier point sur les analyses dynamiques, si jamais vous avez l'habitude d'utiliser l'outil DCS, qui vous permet de gérer en fait les différents jobs que vous envoyez via Ansys ou via Workbench. C'est une plateforme à part, hein, mais que tout le monde peut utiliser. Et bien une des nouveautés, c'est si je commence à lancer un bloc modal, mon calcul modal n'est pas terminé, j'aimerais lancer à la suite un bloc harmonique sans interrompre mon bloc modal, mais sans consommer une licence supplémentaire, et bien par cet outil DCS, on va pouvoir créer une queue en disant on attend que le calcul modal soit fait. Là, on réutilisera la licence qui est actuellement utilisée pour le calcul modal, et le calcul harmonique se lancera de cette manière-là derrière. Voilà pour la partie dynamique linéaire. Maintenant, je vais passer sur la partie dynamique non linéaire avec Ansys Motion. Donc Ansys Motion, on va regarder déjà ce qui se fait sur l'outil standalone, donc l'outil qui n'est pas dans Workbench. La partie standalone, il y a un couplage qui est maintenant possible entre Ansys Motion et Maxwell, donc le magnétisme. Donc comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, Motion lui regarde tout ce qui est déplacement, vitesse, etc. Et il va envoyer ça à Maxwell qui lui va regarder donc ses positions, ses orientations et va dire donc il en résulte une force magnétique sur la base des équations de Maxwell de telle valeur, où on couple sur la base des équations de Maxwell de telle valeur. Et ensuite Ansys Motion va lire cette nouvelle force et mettre à jour les nouvelles positions et vitesses et accélération du système. Cas d'application ici créé par certains collègues. C'est pour recharger tout simplement un laptop. Donc sur certains cas sur certains laptops, voilà, c'est aimanté. Donc ici, c'est la simulation couplée entre Motion et Maxwell du positionnement ici de l'aimant dans la fiche prévue à cet effet. L'idée, c'est de voir qu'effectivement, tout seul, il arrive à se repositionner, que l'utilisateur n'ait pas besoin d'être extrêmement précis dans son positionnement, et ça permet aussi de montrer que même si on est à distance relativement, alors pas grande, mais on n'est pas collé à l'aimant quand on est en dehors de la partie orange, ce que vous voyez au début de la situation, et bien malgré tout, c'est suffisant pour vaincre les effets d'inertie du système. Voilà, il y a d'autres nouveautés au niveau du standalone, je vous laisse les consulter ici. Juste ce qui se fait dans le standalone, c'est en général ce qui, dans les versions ou la version d'après, arrive dans Motion intégré à Workbench. Donc ça peut vous permettre d'avoir un petit peu des idées ici. Je vais parler donc de la partie intégrée à Mechanical. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, Motion maintenant ne se présente plus comme une extension supplémentaire, mais vraiment intégrée dans le toolbox. Donc on voit plus Ansys Motion Extension, mais maintenant directement Motion. Par défaut. Nouveauté très sympathique au niveau des scénarios. Dans les scénarios, c'est ce qui permet de, par exemple, activer, désactiver des conditions limites. Bien maintenant, on peut aussi activer, désactiver des régions de contact. Ça a d'ailleurs été fait suite à notre demande. Et puis, ils sont allés beaucoup plus loin que notre demande, puisqu'on peut activer et désactiver plein d'autres choses, comme des ressorts, comme des propriétés sur les contacts, comme aussi des coupleurs. C'est quoi ces coupleurs, ces couplages? Si vous avez deux roues, on peut dire que l'une emmène l'autre sans avoir à modéliser le contact, mais tout simplement en mettant une équation de contrainte qui va dire si la première roue fait un tour, la deuxième doit faire 2 tours par exemple. Eh bien, on peut activer ou désactiver ce couplage, ce
qui permet en fait de gagner en rapidité et de simuler des choses plus complexes, comme par exemple une boîte de vitesse auquel les rouages ne seraient pas au début en contact, puis ensuite on déplace les roues, et celles-ci peuvent commencer à engrainer, puis ensuite on les sépare à nouveau. Donc ça permet comme ça, sans rentrer dans entre guillemets la complexité du contact, en tout cas ça prend toujours plus de temps de mettre des contacts dedans, comme tout outil multicore, mais d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. On a des cas d'application, par exemple ici. Donc on est maintenant extrêmement flexible sur la définition des cas de charge dans Anti-Motion intégré à Workbench. Il y a aussi la volonté de permettre de faire de plus en plus de post-processing dans l'interface Mechanical sans avoir à aller dans le post-processeur d'Anti-Motion. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on peut faire depuis la 2022 R2 ? C'est de regarder par exemple les pressions de contact ou alors de sortir les graphes de courbes de force de contact dans le temps. C'est très souvent les courbes dont on a tout le temps besoin, donc ça permet d'aller plus vite. Puis le fait d'avoir des courbes comme ça, c'est aussi la porte ouverte à tout ce qui va être calcul paramétrique. C'est là aussi on va dire la force de Workbench, d'avoir le bloc dans Workbench. C'est de pouvoir ensuite de coupler les choses, de pouvoir réaliser des études paramétriques derrière. Voilà pour l'outil multicore. Maintenant, je vais passer à l'outil explicite LS-DYNA. Donc, qu'est-ce qui a changé dans LS-DYNA ? Déjà, la version du solver. On est maintenant sur une version 13.1. Il y a des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple la possibilité bien d'intégrer de la précontrainte de vis. Donc, pour ceux qui ont l'habitude plutôt de le faire par carte, vous voyez les cartes ici qui ont été intégrées dans la partie Mechanical. Sinon, dans LS-DYNA, on va dire que le motto sur cette nouvelle version, c'est plus couplage. Donc, c'est l'idée d'avoir un LS-DYNA qui peut se combiner à d'autres modèles, pas un LS-DYNA qui reste, on va dire, seul dans son coin. Donc, par exemple, si j'ai une analyse qui nécessite des matériaux composites, il y a des blocs qui existent, comme par exemple ici le bloc ACP, qui va permettre d'obtenir les propriétés composites en décrivant précisément les différentes couches et les propriétés par couche, eh bien, on va pouvoir maintenant créer un lien entre ce bloc ACP et LS-DYNA. Derrière, ça va automatiquement utiliser toute une série de cartes LS-DYNA dédiées aux matériaux composites. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a donc plus de cartes composites intégrées aussi dans le Engineering Data de LS-DYNA. Puisqu'on est sur les matériaux composites, on est sur des matériaux donc, qui sont orthotropes, la direction a une importance. On peut maintenant dans LS-DYNA insérer cette element orientation et de dire pour chacun des éléments, c'est quoi la direction X, c'est quoi la direction Y, c'est quoi la direction Z. Dans Mechanical, alors pour ceux qui ne le savaient pas, c'était disponible et possible depuis bien longtemps. On peut l'utiliser par exemple pour des calculs d'injection auxquels on importe les directions et comme ça on a toujours les propriétés correctes dans toutes les directions, n'importe quel endroit du matériau, donc pour des matériaux non homogènes ou non isotropes, les deux. Et ici dans les LS-DYNA, c'est la nouveauté, c'est maintenant aussi disponible dans cet outil-là. Au-delà de la partie composite, si vous avez une analyse fluidique, que vous en avez ressortez un champ de pression, vous pouvez maintenant l'importer dans LS-DYNA tout simplement par un spaghetti. C'était plus complexe avant puisqu'il n'y avait pas cette possibilité-là. Si vous utilisez Sherlock, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour tout ce qui est circuit imprimé, pour calculer les points de soudure sont de la brasure au niveau des systèmes avec des circuits imprimés. Donc Sherlock, c'est l'outil dédié pour ça. Maintenant, Sherlock peut lire des résultats LS-DYNA. Donc typiquement, vous pouvez réaliser une calcul de chute, en sortir les forces, et puis sur la base de ces forces-là, Sherlock va pouvoir calculer la durée de vie du système. Donc, puisqu'on évoque ce point-là, Antis a mis au point une méthodologie, on va dire assez novatrice. Donc, c'est de la co-simulation à deux échelles différentes. L'échelle ici macroscopique. Donc, j'ai mon circuit imprimé avec mes composants qui sont extrêmement simplifiés, mais je fais mon calcul de chute pour regarder un petit peu les efforts. Et en même temps, je vais avoir un autre calcul, donc là plus à échelle plus locale, microscopique. On voit les points que vous voyez là ici. C'est solder joints en anglais, c'est les points
de fixation par brasage des circuits, des composants sur les circuits imprimés, eh bien, il va lancer les 2 calculs en même temps. Il va regarder les accélérations, tout ce qui est macroscopique sur ce gros modèle et donner les informations sur le modèle plus fin ici. Et ensuite, il va utiliser les informations du modèle plus fin et les envoyer sur le gros modèle, et ces 2 calculs se font en parallèle. Il y a d'ailleurs une extension qui a été créée, qui peut être téléchargée en plus, et qui permet de réaliser ce type de calcul sans avoir à passer par l'ExprePos, mais directement dans l'interface Mechanical. Voilà. Alors le standard, ça reste d'abord de calculer avec ici Sherlock, mais on peut très bien, si on souhaite aller plus loin, utiliser ce type de méthodologie-là. Puisqu'on parle de Sherlock, qu'est-ce qui a changé dans Sherlock? Il y a notamment eu un travail de réaliser au niveau des singularités de calcul, donc de s'en affranchir, d'obtenir comme ça des valeurs maximales qui font particulièrement sens dans ces endroits-là, donc d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus précis. Et il y a eu un travail aussi sur le temps de calcul au niveau bien de l'estimation de la durée de vie là-dessus. Donc voilà pour les nouveautés Sherlock. Alors je sais que ça va plus loin que ça prend en compte aussi tout ce qui est thermique, etc. Donc voilà pour la partie dynamique non linéaire. Et maintenant, je vais passer à la partie matériaux avec grand A. Donc grand A, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la base de données matériaux d'ANSYS, base de données aux deux sens du terme. Donc dans base de données, il y a données, donc il y a énormément d'informations sur les matériaux. Une des nouveautés, c'est d'ailleurs le fait que maintenant il y a une librairie qui soit dédiée à l'éco-audit, c'est-à-dire à quel point est-ce que le matériau s'inscrit dans une démarche renouvelable ou durable plutôt. Donc comme les émissions de CO2 par exemple, avec l'empreinte CO2 écologique. Donc ça c'est la partie données. Ensuite la partie base de données, c'est comment est-ce qu'on peut manipuler, trouver facilement les matériaux qui nous intéressent. Alors là il y a deux nouveautés là-dessus. La première, c'est si on a la volonté d'intégrer grand A dans son entreprise. Souvent, c'est des choses qui, historiquement, peuvent être un petit peu long à faire parce qu'il faut coupler beaucoup de choses, beaucoup de logiciels en interne. Il y a eu un énorme travail de réaliser pour que un grand A puisse se greffer, même dans les entreprises qui ont énormément de logiciels, en quelques jours seulement. Ensuite, la partie entre base de données et données, c'est la partie ici où j'ai une mesure qui a été réalisée et j'aimerais pouvoir faire une calibration de modèles matériaux sur la base de ces mesures. C'était possible de le faire avec Workbench, il y avait quelques outils là-dessus, ils sont toujours là. C'est aussi possible de le faire avec ANSYS classique. Bien, maintenant, c'est aussi possible de le faire avec Granta, c'est logique. Comme c'est l'outil qui est dédié aux matériaux, l'idée c'est qu'on puisse tout faire avec cet outil-là. Donc là, il y a pas mal de calibrations qui sont maintenant possibles avec ces outils et avec cet outil Grand A, et il y aura encore plus de choses de possibles dans le futur. Donc peut-être pour aller plus dans le détail, pour ceux à qui ça parle pas, on avait présenté c'était l'année dernière, comment trouver les matériaux Granta. Là, c'est disponible à tout le monde. Il y a toute une partie de Granta qui est disponible, même si on n'a pas de licence supplémentaire Granta, dans la partie matériaux. Donc je vais dans matériaux sur Mechanical, plus, et on va retrouver toute une liste de matériaux disponibles qui sont issus de la base de données Granta. Ensuite, on a présenté en début d'année la possibilité d'aller chercher par exemple dans la librairie Granta. Donc là, ça nécessitait une licence Grand A. Donc d'aller regarder par exemple des lois de fluage. Et ensuite, on allait l'intégrer directement sous Engineering Data. Ça, c'est ce qu'on avait fait en début d'année. Maintenant, on a cette possibilité de faire de la calibration de lois de matière. Donc là, techniquement, comment ça se passe? Eh bien, vous avez par exemple un fichier Excel. On l'a mis dans Workbench, mais il n'y a pas besoin de l'avoir dans Workbench, c'est juste pour le montrer. Ensuite, vous allez ouvrir un bloc Grand AMI, et là, vous allez lire ce fichier Excel. Là-dedans, vous allez trouver, on peut regarder ensemble pour ceux qui ont des questions là-dessus, la possibilité de faire de la calibration de loi de matière. Là, techniquement, ici, on avait fait du curve fitting avec la loi de Chaboch. Donc, le modèle matériau, il faut que les algorithmes trouvent tout seuls les bons paramètres pour correspondre ici aux mesures qui ont été réalisées. Il y aura toujours des toutes petites différences, hein, bien sûr, par rapport aux mesures, sur la base du modèle utilisé. Si on souhaite vouloir comparer, on peut toujours exporter sur Excel si on le souhaite. En tout cas, ça c'est ce que ferait le laboratoire, de préparer, je mesure, je fais la partie calibration, et ensuite l'utilisateur, il n'a plus qu'à aller chercher dans Engineering Data ce dont il a besoin. Ou alors récupérer ce bloc, ici, ce bloc Grand AMI, et le lier ensuite
à son analyse statique structurelle. Alors là, en l'occurrence, on l'a mis dans un bloc maillage et qu'ensuite on peut utiliser dans une analyse statique structurelle ou harmonique ou dynamique ou ce que vous souhaitez. Voilà un petit peu pour la démarche. J'ai évoqué maintenant cet aspect éco-audit, donc j'aimerais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Juste pour l'idée, ce qu'on va faire, on va créer un graphe comme celui-là ici, dans lequel on va mettre le prix du matériau. On va mettre en X, on va mettre en Y bien son empreinte écologique, quelle était la quantité de CO2 émise pour fabriquer ce matériau-là. Et l'objectif, c'est bien sûr d'être le plus dans ce coin-là, en bas à gauche, parce que c'est moins cher, donc c'est toujours bien pour la rentabilité de l'entreprise et ça émet moins de CO2, donc c'est toujours bien pour la planète. D'ailleurs, ce qui est assez sympa avec ce type d'analyse ou de sélection-là, c'est qu'en général, heu, quand un matériau, on a besoin de beaucoup le transformer et d'émettre beaucoup en CO2, c'est qu'il a été énormément travaillé. Comme il a été énormément travaillé, il a coûté plus cher. Donc ce que je veux dire, c'est que ça arrive très souvent que le moins cher, finalement, c'est aussi celui qui émet le moins de CO2 et le plus cher, c'est aussi celui qui émet le plus de CO2. Et d'ailleurs, vous voyez ici la courbe avec tous les matériaux. On a vraiment un lien de cause à effet, hein. On voit ici une sorte d'asymptote. Donc l'écologie, elle va pas à l'encontre des intérêts de performance économique des entreprises, au contraire. Donc c'est super. Il n'y a plus qu'à sauter le pas. La partie la plus compliquée, c'est de trouver une conception, peut-être parfois plus intelligente, qui permet de ne pas avoir besoin de matériaux ultra haut de gamme. Et là, après, c'est le travail du concepteur d'avoir peut-être une conception plus robuste de son système. Alors voici maintenant pour la démo, j'ai fini avec mon speech sur la partie écologique et rentabilité. On va prendre tous les matériaux qui sont disponibles ici. On va aller maintenant dans chart. On va demander en X d'avoir la partie, enfin en Y pardon, d'avoir d'abord la partie CO2, donc à quel point ça émet de CO2, quel est le prix, pas à l'unité mais on va dire par volume, et on obtient ce type de courbe-là. Donc là, on a tous les différents points. On va voir les céramiques en jaune, on va voir les métaux ici, on va voir les mousses. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est donner un critère, dire j'aimerais par exemple avoir tel module de Young, ou un module de Young minimum de telle valeur, ou avoir une limite élastique au moins de telle valeur. Donc là, vous voyez, on le fait pour la partie mécanique, mais vous voyez les autres onglets, on pourrait les faire pour la partie thermique, électrique, magnétique, etc. Il y a plein de critères que l'on peut donner. Et tout ce qui n'est pas grisé, c'est ce qui correspond ce que l'on a demandé. Ensuite, on peut faire une étude, on va dire, comparative. On peut sélectionner, par exemple, cet acier ici. On le voit, il est là. On peut y mettre un petit drapeau dessus, comme ça on le garde pour une étude de comparaison. On va demander une comparaison entre 2 ou 3. On commence déjà avec 2. On va cliquer sur un autre au hasard, celui-là. On le rajoute à la table des comparaisons. On a nos 2 matériaux. On en a oublié un autre. Allez, on y retourne. On va cliquer sur un troisième. On clique dessus. Clic gauche. On le rajoute à la comparaison et là on en a bien nos 3 colonnes avec les 3 matériaux. On peut regarder la composition, on peut regarder les propriétés mécaniques, on peut regarder le prix. Donc les propriétés mécaniques, on va bien regarder la limite élastique. On va ensuite aller sur la partie durabilité, puisque c'était ici un des enjeux de cette partie éco-audit. Est-ce qu'il s'inscrit dans une démarche durable ou non? On va regarder par exemple les émissions. Et derrière, voilà, vous le voyez en bas aussi, on parle de mégajoules par kilogramme, et cetera. Donc c'est vraiment de l'énergie qui a été consommée pour fabriquer le matériau. Donc ça vient de là, hein, les émissions, tout simplement. Et une fois qu'on est content, on a fait nos comparaisons, on peut générer un rapport. Ça peut être un rapport au format PDF, ça peut être un rapport au format Word, dans lequel on a tout au niveau des différentes données. Donc c'est des bases de données qui sont extrêmement complètes, comme vous pouvez le voir. Et cette base de données Grand A, elle est disponible dans ANSYS et elle est aussi disponible dans d'autres environnements, comme par exemple au niveau des environnements CAD, matériaux. Voilà pour la partie matériaux. Je vais maintenant passer à la partie Discovery. Je vous invite à continuer à poser vos questions dans le chat et j'y répondrai sur la fin de la présentation. Donc Discovery, c'est cet outil où ça ressemble à SpaceClaim, donc outil géométrique,
modeleur direct. Et puis on peut faire des calculs avec, pratiquement en temps réel. Et il y a des nouveautés là-dessus pour la réalisation de ces calculs-là. Donc il y a 3 nouveautés principales, hein, tout est filtré, on peut retrouver beaucoup plus dans la documentation. Donc, nouveauté numéro 1, je vais vous faire la démonstration juste après, c'est si vous avez des assemblages boulonnés, eh bien, il y a la possibilité de créer des éléments poutres pour remplacer les vis de manière extrêmement simpliste et qui va permettre d'aller beaucoup plus loin sur la précision des calculs et vous faire gagner du temps. Ensuite, sur la partie optimisation topologique, tout à droite, on peut faire l'optimisation topologique, déjà pour ceux qui ne le savaient pas avec Discovery, ça fonctionne exactement de la même manière que ce que j'ai montré précédemment. Et puis en même temps qu'il y a des options supplémentaires qui arrivent en statique, il y a aussi des options supplémentaires qui arrivent dans la partie Discovery pour l'optimisation topologique. Ici, en particulier, le fait de pouvoir donner une épaisseur minimale au niveau des différentes pièces. Et enfin, celui au centre ici, l'idée, c'est de pouvoir faciliter la mise en place des études avec Discovery, en rajoutant la possibilité d'avoir un historique partiel au niveau du système, et donc de pouvoir changer rapidement des dimensions et de regarder l'influence que cela peut avoir. Et je vous montre les 2 premiers points à travers des vidéos. Donc premier point, ici vous voyez assemblage vissé, on a là 4 vis. On en voit 3, la dernière est derrière, et on va venir les remplacer. Hop, je m'excuse. On va venir les remplacer par un élément poutre. On peut choisir le standard, ici c'est l'Eurocode, et donc on remplace par un élément poutre. Et ça va le faire sur toutes les vis en même temps, donc c'est ça qui est extrêmement rapide. Et ce qui est intéressant aussi de passer par un standard qu'on va venir stipuler, par exemple ici Eurocode M5, c'est que si besoin pour les calculs, on peut réutiliser la valeur qui est conseillée par Eurocode pour la précontrainte. Donc il n'y a pas besoin de rajouter à la main après une précontrainte et aller tous par soi-même dans les abacs pour regarder la valeur à spécifier. Donc voilà pour la partie assemblage vissé. Ensuite pour la partie historique, donc comme je vous disais, on est sur un modeleur direct type SpaceClaim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, il n'y a pas d'historique. Ce qui nous permet comme ça de prendre facilement un modèle en main, de modifier rapidement des dimensions, en juste tirant les faces, en extrudant d'autres faces, etc. Par contre, l'inconvénient, c'est que si on avait en tête de dire j'aimerais essayer une dimension 8, après 10, après 12 mm, c'est pas forcément ultra évident à mettre en place. Donc, on pouvait le faire par scripting pour paramétrer la géométrie, mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus simple qui a été mis en place, c'est le fait de pouvoir avoir ce history tracking, donc d'avoir un historique au niveau de certaines modifications. Je vous montre à quoi ça ressemble ici. Donc, on va créer d'abord un dessin sur lequel on va faire un rectangle et on va spécifier certaines dimensions. Par exemple, la dimension, la distance à l'axe, ici à gauche, la longueur du rectangle, la largeur du rectangle et l'autre dimension par rapport à l'axe horizontal. On va faire ensuite sortir du plan, l'extruder, de manière d'avoir un volume. Et pour changer un petit peu, on va aussi prendre une autre surface, on va l'extruder aussi. Comme ça fait 2 choses qui ont été faites, ce pavé et ici ce cylindre. Et là, quand on va dans ce menu, on peut retrouver les dimensions qui ont été mises en place. Par exemple, au niveau de la dernière extrusion, on avait 16.8, maintenant on met 10. Vous voyez, ce cylindre, il a réduit de taille. Au niveau de notre pavé, on peut changer les dimensions. On avait 10 mm par exemple ici au niveau de la 3e dimension. On va mettre 15 et on va voir un changement de dimension de notre pavé. De la même manière, si au lieu ici de 16, je veux mettre 5 mm, on va venir mettre à jour et ça va changer la géométrie. Donc ça permet de minimiser, on va dire, le nombre de clics de manipulation et de retrouver l'historique des choses qui font vraiment sens pour nous. Et donc on peut imaginer par exemple sur un rayon d'essayer plusieurs valeurs de rayon de cette manière-là. Voilà donc pour la partie Discovery, et puis je vais terminer maintenant la partie Twin Builder. Donc c'est l'outil qui permet comme ça de faire de coupler, de créer des boucles ou des process de calcul qui vont utiliser différents modules ou même différents logiciels, hein. Ça n'a pas forcément vocation à utiliser uniquement ANSYS. Et donc c'est la base pour la réalisation de modèles d'ordre réduit, pour de métamodèles.
Et donc, au niveau des résultats, là-dessus, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a la possibilité, par le biais d'une intelligence artificielle, si on a une mesure ici en bleu, si on a un résultat ici en orange, eh bien de venir déformer cette courbe calculée pour qu'elle corresponde au mieux à la courbe mesurée. Quel est l'intérêt? Eh bien, une fois qu'on a fait ça, par exemple ici sur la courbe mesurée de 500 secondes, on pourrait continuer le calcul et parce qu'il y a eu cette modification de courbe orange vers la courbe bleue, on s'attend à avoir des résultats de meilleure qualité dans la suite du calcul. Ou alors pour un cas de sollicitation qui serait un petit peu différent et qui n'aurait pas été celui qui a été mesuré. Donc là, on s'affranchit des calculs paramétriques, hein. On peut faire de la paramétrisation, etc. pour être le plus proche possible de la courbe mesurée. Mais là, c'est pas ce qu'on est en train de discuter. On est en train de dire, on a fait le mieux qu'on pouvait avec la paramétrisation. Et maintenant, on prend la courbe orange et on la déforme pour qu'elle corresponde au mieux à la courbe bleue, par intelligence ici artificielle. Donc voilà pour la partie Twin Builder, Process Integration and Design Optimization. Au niveau du résumé, on a parcouru pas mal de nouveautés avec Mechanical, le couple field, l'optimisation structurelle, la dynamique linéaire, Motion, LS-Dyna, Granta, Discovery et une Builder. Vous avez ici un résumé des points qui ont été abordés. Il y a bien plus que cela en termes de modifications. Nous, on a fait une sélection de ce qui nous paraissait pertinent et qui, j'espère, parle au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, j'espère que chacun d'entre vous a pu trouver quelques points d'intérêt pour son industrie, pour ses problématiques. Si vous avez besoin de plus d'informations, on a aussi notre page 4FEM auquel on résume version par version, 2022 R2 ici, puis vous trouverez les autres en dessous. Les nouveautés qui font le plus sens, il y en a un peu plus que ce que j'ai évoqué ici. Il y a sinon les release notes dans lesquelles il y a la description complète des nouveautés au niveau de l'aide ou dans le Customer Portal. Et puis s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous trouverez nos adresses sur 4fem.net, que ce soit au support technique ou pour la partie commerciale s'il y a envie d'essayer autre chose que j'aurais montré aujourd'hui. Sur les événements à suivre, et après je vais passer aux questions, bien demain, il va y avoir la partie mécanique des fluides. Et après-demain, la partie électromagnétisme, même heure. On a d'autres événements aussi de planifier, les voici, peut-être pour en citer que deux. Côté suisse, on va avoir ici un événement au musée d'horlogerie du Locle, dans lequel on va parler à la fois de mesures et de simulation, confronter les deux aussi, en partenariat avec la HE-Arc. Côté France, à Paris, les rendez-vous Carnot. Donc, je vais regarder maintenant les questions. Pour ceux qui sont en train de nous quitter, je vous remercie en tout cas de votre participation. N'hésitez pas à nous solliciter voilà, via le biais du support ou directement aux différents représentants locaux de vos régions dès que vous avez une question. Et je parcours tout de suite les questions posées. Alors, la recherche de contacts communs existait déjà auparavant. Au niveau de l'option que j'ai montrée, alors le bouton que j'ai montré au début, alors la nouveauté, je vais revenir sur les slides, je vais vous présenter ça tout de suite. La nouveauté, c'est qu'il y a un bouton qui existe, qui n'était pas là avant, donc c'est ça qui changeait, donc sans avoir besoin de passer par le clic droit. Et là, la possibilité, c'est surtout qu'on ne clique pas sur la face qui participe au contact, mais sur une face qui appartient au corps qui participe au contact. Voilà. Ensuite, comme autre question, sur ces démonstrations-là, donc on me demande en termes de licence, qu'est-ce que ça signifie? Alors oui, chacune des extensions ici, qui a vocation à mettre le pied à l'étrier sur des nouveaux modules, nécessite la licence du module. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut une licence complémentaire ou pas? Ça dépend de l'extension. Si vous utilisez Design Life, oui, il y aura besoin d'une licence Encode. Donc, soit vous l'avez au sein de l'entreprise et comme ça, vous avez un bouton qui est simple d'emploi pour, sans formation, bien utiliser ce module-là, au moins sur les fonctionnalités les plus standards. Soit bien vous nous demandez d'avoir accès, soit pour un projet, soit parce que ça s'inscrit dans le temps, à ce module-là.
Par contre, le NVH Toolkit, par exemple, lui, il nécessite de tête, je crois que c'est une Mechanical Pro, il faut que je vérifie. Mais du coup, une Mechanical Pro, l'essentiel des gens qui sont en train de m'écouter maintenant, disposent de cette licence-là. C'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser sans avoir à demander une licence complémentaire. Faut vérifier juste chacune des extensions, qu'est-ce qui est nécessaire. Au pire, juste vous lancez le calcul, vous verrez bien si ça se lance. Et sinon, dans l'aide, vous trouverez ce qui est nécessaire. Autre question, c'était sur la partie Sherlock. Est-ce qu'il faut forcément lancer un calcul Sherlock, enfin LSDyna pour utiliser Sherlock? Non, pas du tout. On va dire que ce qui se fait de manière standard, j'essaie de retrouver la slide pour répondre à la question. Je vais la voir un petit peu plus loin. Ah oui, c'était un dynamique non linéaire. J'y arrive. Motion, LSDyna. Voilà, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Alors déjà, de base, ce qui se fait, c'est d'utiliser Sherlock. Il y a on va pouvoir définir en fait des forces, des sollicitations. Souvent, c'est des effets thermiques en fait qui sont importants pour la durée de vie de ces composants-là. Donc, on peut toujours le coupler à une analyse statique, à une analyse thermique. Donc, c'est ce qui se fait de manière le plus conventionnelle. Après, effectivement, quand on n'a pas d'idée des forces qui sont encaissées par chacun des systèmes, là, oui, on peut réaliser une analyse LS-DYNA, mais c'est pas ce qui se fait de prime abord. C'est vraiment pour aller plus loin. On va faire cette analyse LS-DYNA pour avoir les forces aux bons endroits et avoir quelque chose de le plus précis possible. Voilà. Alors, au niveau de l'optimisation topologique, donc il y a pas mal de règles qu'on peut rajouter. Donc, on me pose la question, est-ce qu'on peut mettre en place une pente maximale de 45 degrés pour éviter d'avoir des supports, par exemple? Il faut que je vérifie qu'il y ait l'option dessus. Ça me paraît assez courant comme problématique, donc techniquement, j'aurais envie de répondre oui, il faut juste que je vérifie derrière. Je vous invite juste peut-être à nous écrire à support@catfin.fr ou support@catfin.ch. Ça crée un cas de support et puis on vous répond dessus pour. Je regarde pour le bouton. Là en direct, je ne l'ai pas en tête. Mais techniquement, c'est l'objectif de pouvoir donner de plus en plus de contraintes au niveau de la fabrication, quitte à ce que ce soit de manière détournée. C'est-à-dire que des fois, on peut aussi créer tout simplement un plan et demander à être lié à celui-ci ou autre. Voilà. Il faut qu'on regarde ensemble pour la meilleure manière de mettre en place ce point-là.